Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur. C'est-à-dire que c'est des threads d'horreur que j'ai déjà racontés sur la chaîne. Alors toi, ça va te permettre de les découvrir si tu ne connais pas la chaîne, ou bien de les redécouvrir si tu les as déjà entendus. Et je vais pas te prendre plus de temps étant donné qu'on est parti pour une compilation d'à peu près 1h20, 1h30. J'espère que tu vas kiffer en ma compagnie. Si c'est le cas, à un moment, n'hésite pas, descends, mets un petit pouce bleu et un abonnement. Ça me fera très plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Salut tout le monde, je m'appelle Mathis et je vais vous raconter ici la seule histoire vraiment effrayante qui me soit arrivée dans ma vie pour le moment. Et heureusement d'ailleurs. Pour vous situer un petit peu le contexte, nous sommes en 2016. J'ai donc à ce moment-là 15 ans et les vacances de Noël arrivent. Je vivais chez ma mère dans le sud-ouest, mais à toutes les vacances, je montais rejoindre mon père dans le nord pour le voir lui et le reste de ma famille paternelle. Vous l'avez compris, mes parents étant séparés. Pendant ces vacances, depuis tout petit, j'ai l'habitude d'aller quelques jours chez mon cousin, qui habitait à environ 20 minutes de voiture de chez mon père, et il a le même âge que moi. Pour info, la maison de mon oncle, où réside donc mon cousin, est dans un tout petit village d'à peine 500 habitants, entouré de forêts. Quand je viens chez lui, on ne reste pas à la maison, et on sort régulièrement se promener en forêt, pour aménager notre cabane et explorer les lieux. Il y a d'ailleurs dans les environs plusieurs bâtiments abandonnés, comme une résidence secondaire où personne n'habite plus depuis longtemps. Un petit local en bois très peu intéressant et enfin, et c'est là que se déroule mon histoire, un immense complexe à l'abandon qui a subi un incendie il y a plusieurs années et qui est donc vraiment délabré. Même si on a très peu d'infos, on a pu, en se renseignant un peu, savoir qu'il s'agissait d'une ancienne école. Et il y avait d'ailleurs à l'époque où on l'a visité, des dizaines de vieux livres scolaires écrits en hébreu qui traînaient un peu partout. Cet endroit, on l'avait déjà parcouru plusieurs fois. C'était un petit rituel d'y aller, parce qu'on s'ennuyait vraiment en pleine campagne. La toile de fond étant dressée, revenons à ces fameuses vacances de Noël 2016. Je suis chez mon cousin donc, et mon oncle nous avait prêté une ancienne carabine à plomb, pour qu'on s'en occupe à tirer sur des cibles. Cette activité ne nous a pas divertis très longtemps. Et on décide de retourner une énième fois dans l'école pour tuer tout le temps. Pour pimenter un peu le tout, on se met en tête d'emmener la carabine avec nous, ainsi qu'un gros bidon d'essence, en se disant que si on tirait sur des cibles imbibées d'essence, elles allaient prendre feu et que ce serait cool. Oui, on était débiles, ne faites pas ça, évidemment, c'est à la fois dangereux et pas très éco-responsable. Étant donné que le bidon était très gros, on ne veut pas se tuer à le porter jusqu'à l'école et on décide de le mettre sur un petit chariot qu'on avait récupéré dans le garage pour pousser le bidon et ainsi éviter de le porter. Après 10 minutes de marche, on arrive sur le lieu et c'est vraiment un endroit très découvert. L'école est au bout d'un petit chemin qui fait une centaine de mètres et à l'entrée du chemin, c'est une assez grande route. De campagne, je précise, ce n'était pas une nationale mais il y avait quand même du passage assez régulièrement. En arrivant, on est un petit peu surpris, puisqu'on se rend compte qu'à environ 15 mètres après l'entrée du chemin, la mairie a dressé un portail, car le lieu est depuis peu en rénovation. Les fois d'avant, il n'y avait rien de tout ça. Le portail est évidemment fermé, et le bâtiment est depuis toujours entouré de grillages qui empêchent de contourner. Même si avant, on n'avait pas besoin de faire ça puisqu'il n'y avait pas ce fameux portail. On jette un coup d'œil à travers les barreaux du portail pour voir s'il y a des ouvriers ou quoi à l'intérieur du bâtiment. Mais rien, à part des tentes que l'on voit au loin et qui sont installées dans le rez-de-chaussée. On est un peu étonné, déjà par les rénovations en elles-mêmes, mais aussi on se demande pourquoi il y a des tentes. Les ouvriers ne dormant certainement pas sur leur chantier. À même le sol dans des pauvres tentes. Malgré tout, on décide d'escalader le portail et de passer quand même. On commence donc par envoyer de l'autre côté les affaires, c'est-à-dire le bidon et la carabine, et on laisse le chariot à l'extérieur de l'enceinte. Mon cousin passe en premier, puis c'est mon tour. Mais au moment de passer ma première jambe de l'autre côté, j'entends, puis je vois une camionnette blanche tourner et entrer sur le chemin. Ni une ni deux, je redescends en vitesse et je vais me cacher derrière un arbre environ 10 mètres dans la forêt, sur les côtés du chemin. Et mon cousin s'enfuit lui aussi, mais à l'intérieur de la zone. À ce moment-là, je suis quasiment persuadé que la personne dans la voiture m'a très bien repéré, puisque déjà l'écart entre le portail et la route est très petit, que j'ai mis quand même plusieurs secondes à redescendre du portail et à aller me cacher, et que je porte un pull rouge bien visible dans une forêt. Je reste quand même caché avec le peu d'espoir qu'il me reste. Évidemment, je me dis au début que c'est un ouvrier, même s'il ne portait pas de tenue particulière ou quoi. À la rigueur, je me dis que c'est un gars du coin qui traîne, mais on avait peur de se faire attraper et qu'il en parle à mon oncle. Ou pire, à la police. Il descend de sa voiture et jette des coups d'œil partout.
Je n'ose pas bouger de derrière mon arbre, même si je suis beaucoup trop près de lui à mon goût, par peur que le bruit que je ferais me fasse remarquer immédiatement. J'étais tellement paniqué que j'étais terrorisé à l'idée que l'inconnu puisse entendre les battements de mon cœur et donc me localiser. C'est irrationnel, je sais, mais j'étais tétanisé. Après quelques secondes, je l'entends dire « Je sais que vous êtes là, je vous ai vu, alors sortez maintenant ». Bien évidemment, je ne sors pas de ma cachette. Et j'ai bien fait puisque le mec nous avait bien sûr vu en rentrant dans le chemin. Mais il n'avait visiblement pas aperçu ma cachette. Profitant d'un moment où il retourne à sa voiture, je décide de m'enfuir discrètement et de rejoindre la grande route. Et de m'écarter très vite du lieu en courant. Après avoir repris mon souffle et fait retomber la pression, une nouvelle angoisse me vient. Il reste mon cousin à l'intérieur. Et il n'a aucun moyen de sortir. Selon moi, si ce n'est par le portail où l'inconnu l'attend. Je me dis que je ne dois pas le laisser tout seul et je commence à réfléchir à un plan pour le sortir de là sans se faire repérer. Après quelques minutes de réflexion infructueuse, je le vois sortir du bois et rejoindre la route. Je suis rassuré immédiatement voyant qu'il allait bien et il me dit qu'il a trouvé un trou dans le grillage qui entoure l'école et qu'il s'est enfui parce que l'inconnu avait réussi à escalader le portail pour fouiller la zone intérieure. Je lui dis donc bien évidemment qu'il faut rentrer avant qu'il nous arrive quoi que ce soit, surtout que la nuit commençait à tomber. On est en hiver donc elle arrive très tôt. Toutefois, il me répond que l'on doit impérativement y retourner car, dans sa fuite, il a laissé la carabine et le bidon d'essence à l'intérieur. Pour le bidon, ce n'est pas important, mais la carabine appartenait à notre grand-père et mon oncle y tenait énormément. Nous voilà donc repartis par le trou du grillage pour récupérer le fusil. En y retournant, on ne voit plus l'inconnu. Et l'on suppose qu'il est dans le bâtiment en lui-même pour le fouiller, puisque sa voiture, elle, n'a pas bougé. Le temps de faire tout ça, il fait quasiment nuit noire. On récupère la carabine et en ressortant, en jetant un coup d'œil à l'entrée du chemin, ce n'est plus une voiture qui y est garée, mais bien 3. Le premier inconnu ayant rejoint ses nouveaux arrivants. Même si l'on ne voit pas leur visage, on les entend discuter, sans pour autant discerner clairement les mots. Et on entend surtout des chiens aboyer. On en déduit donc qu'il s'agit de chasseurs. À partir de là, on veut rentrer chez mon oncle. Surtout qu'il allait très certainement s'inquiéter de ne pas nous voir rentrer à l'heure. Tout aurait pu se passer sans autre problème. Mais j'ai eu la merveilleuse et stupide idée d'allumer mon flash de téléphone. Car courir dans la forêt de nuit, c'est le meilleur moyen de se manger un arbre ou de trébucher. Immédiatement après avoir mis mon flash, les inconnus nous ont évidemment repérés. Bon, c'était à prévoir. Et ils se mettent donc à courir vers notre direction avec leurs lampes torches et leurs chiens en liberté. On avait une petite avance d'environ 50 mètres, mais j'avais coupé mon flash pour éviter qu'ils puissent facilement nous suivre du regard. Face à l'obscurité, on se déplaçait évidemment moins vite que les chasseurs avec leurs lampes. Mais le plus grand problème, c'est les chiens, qu'on entend aboyer et écraser les branchages en se rapprochant de nous, avec leur maître derrière. On entend des aboiements, des grognements et des cris qui nous ordonnent de nous arrêter. Encore aujourd'hui, je ne sais pas par quel miracle nous avons réussi à semer toute cette bande, qui nous a poursuivis pendant au moins 3 bonnes minutes dans la forêt. Mais on a pu rejoindre la route et prendre nos jambes à notre cou. Je pense que les chasseurs, voyant les chiens nous suivre et se rapprocher de la route, ont préféré les rappeler par peur qu'une voiture ne les percute ou quoi, ce qui nous a laissé le temps de prendre de la distance. Ce fut vraiment l'événement le plus effrayant que j'ai vécu. Entre les hommes, les chiens et le fait qu'on se disait que les chasseurs avaient forcément des fusils avec eux, on était terrorisés. Mais l'adrénaline nous a fort heureusement permis de nous enfuir. 2-3 ans après ces événements, je décide d'en parler à mon oncle, à un repas où mon cousin n'était d'ailleurs pas là. Je pensais qu'il n'allait pas s'énerver pour une bêtise relevant du passé, mais ce ne fut pas vraiment le cas. En effet, vu que l'endroit est un tout petit village, tout se sait rapidement. Et je l'ai appris grâce à mon oncle que les tentes que nous avions vues au début étaient celles de squatteurs, et que donc il était au courant depuis le début des rénovations, que des chasseurs passaient pour vérifier qu'il n'y avait personne. Ces mêmes chasseurs nous ont pris pour des squatteurs, et ils ont commencé à s'affoler en nous voyant repartir. Avec une arme à la main, juste une carabine certes, mais il faisait nuit, donc ils ont pu croire à une arme plus dangereuse. Heureusement, tout s'est bien terminé et on a évité de se faire mordre par un chien de chasse, ou même tirer dessus par un chasseur inquiet. Mais quoi qu'il en soit, c'est incontestablement une histoire qui nous a marqués et que je n'aimerais pas qu'on revive. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Ils pensent que les chasseurs, c'est peut-être pas des chasseurs, ils savent pas qui c'est à la base, et que peut-être, je sais pas, c'est juste des mecs qui veulent kidnapper, hein, ça se peut aussi, donc voilà. Tout est un micmac de on sait pas quoi,
mais au final ça fait une histoire terrifiante. Voilà. Et ça c'est... Et j'ai pas envie de dire que c'est rien comparé à la deuxième, mais en tout cas c'est un autre monde quoi, c'est différent. Donc voilà. Allez, on passe à la deuxième histoire. Je m'appelle Brandy et j'ai été tourmenté par une femme qui vivait dans la maison mitoyenne à la nôtre. J'ai grandi à Hollywood en Californie. Hollywood au début des années 70 c'était différent. On était en sécurité, les rues étaient sûres, on ne verrouillait pas les portes. Il y avait une ambiance hippie. Ma mère travaillait tout le temps. Elle avait plusieurs boulots différents alors elle était souvent absente. Malheureusement elle n'avait pas le choix. Elle nous élevait toute seule, ma sœur, mon frère et moi-même. Elle faisait tout pour nous, je ne peux pas lui reprocher ça. Au début, on vivait dans un appartement à 2 étages qui appartenait à une amie à elle, qui le lui louait. Sauf que du côté de cette rue, il y avait une maison effrayante, vraiment creepy. Pour vous dire, aucun enfant n'approchait de cette maison, puisqu'à côté de cette maison vivait une dame très méchante. Au début, malheureusement, on ne le savait pas. Et ma sœur, mon frère et moi, nous sommes allés jouer au ballon près de cette maison. Et accidentellement, le ballon est passé au-dessus du mur qui nous séparait de cette maison. Je me suis alors approché doucement du portail de la maison. Je l'ai ouvert doucement, mais c'était un vieux portail. Alors il a fait un grincement sombre. Une fois que j'ai passé le portail, j'ai pu voir cette horrible vieille dame. Elle avait les cheveux très sales, ils étaient très longs. Son visage était en colère, ses vêtements étaient vieux et usés. En d'autres termes, elle ressemblait vraiment à une sorcière. Quand je l'ai vue, j'ai eu trop peur, mais elle tenait notre ballon dans sa main. J'ai alors fait un pas en avant pour essayer d'aller le récupérer. Mais c'est là que j'ai pu voir dans son autre main une énorme paire de ciseaux. Ni une ni deux, elle a crevé le ballon devant mes yeux. Elle m'a alors regardé avec un air de satisfaction. C'est là que j'ai su que cette dame était mauvaise. Je suis resté là pendant quelques secondes, choqué. Ma respiration était saccadée. Jusqu'à ce qu'elle jette vers mes pieds le ballon qu'elle venait de crever. J'ai pu voir que ça la rendait joyeuse de voir la peur dans mes yeux. Là, ça en était trop pour moi. J'ai reculé et je suis sorti de là en courant. Une fois que ma mère est rentrée à la maison, je lui ai dit que cette femme était vraiment méchante. Elle m'a alors juste répondu « Alors ne t'approche pas d'elle, n'y pense plus ma chérie, et ne va pas la déranger, ce n'est qu'une vieille dame. » Elle me disait simplement « Reste loin d'elle. » Alors, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et un jour, les propriétaires de l'appartement où on vivait ont voulu le récupérer. Heureusement, pendant tout ce temps, on avait fait des économies. Et notre mère a cherché un autre endroit où vivre. Et un jour, en rentrant à la maison après l'école, j'ai vu qu'on était en train d'emmener toutes nos affaires de l'autre côté de la rue, dans cette grande maison, juste à côté de chez la vieille dame. À ce moment-là, je ne pensais plus à elle. Je me disais qu'elle devait être morte depuis. Alors j'étais contente d'emménager dans cette maison, c'était vraiment très spacieux. Pour vous dire, j'étais tellement excité que je suis rentré en première dans la maison, pendant que tout le monde était autour de la voiture. Je suis rentré dans la maison et j'étais émerveillé, c'était vraiment très grand. Je suis monté à l'étage et je me suis assise sur un lit. J'ai alors regardé le mur en face de moi. Je l'ai fixé quelques secondes et je me suis levé en direction du mur. J'ai pu sentir quelque chose de bizarre. L'atmosphère avait changé. J'ai alors posé ma main sur le mur et je l'ai retiré au bout de quelques secondes car je ne me sentais pas bien. J'ai senti des picotements dans ma main. Je me suis alors retourné pour quitter la pièce quand d'un coup, j'ai senti comme des mains qui me soulevaient dans les airs. Je suffoquais. J'étais littéralement à 30 cm du sol. Je mettais mes mains sur mon cou pour essayer de faire lâcher prise, mais je ne sentais aucune main sur mon cou. Pourtant, je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer. Encore une fois, d'un coup, je me suis fait ramener vers le mur, toujours en l'air. Et au bout d'une dizaine de secondes qui m'ont paru une éternité, l'emprise m'a lâché. Je suis alors tombé au sol. J'étais larmoyante et j'essayais de reprendre mon souffle comme je pouvais. Une fois que j'ai repris un peu d'air, j'ai couru à toute vitesse pour aller voir ma mère. Elle m'a directement dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je lui ai alors dit paniqué « Maman, je ne veux pas vivre ici. Quelque chose m'a attaqué là-haut. Il faut qu'on parte. » Elle a dit « Quoi ? Mais raconte-moi ça. » Je lui ai alors expliqué et elle m'a alors répondu « On ne peut rien y faire. J'ai donné toutes mes économies pour avoir cette maison. Alors je suis désolé. » Moi de mon côté, j'ignorais ce qui s'était passé et qu'est-ce qui m'avait fait ça. Mais je ne voulais surtout pas le savoir. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Vraiment pas normal. Après cet événement, je ne voulais pas dormir à l'étage du haut. Je dormais avec ma mère en bas en sécurité. Un jour, ma mère a proposé de faire bénir la maison. Elle a déposé du sel dans toute la maison pour la purifier. Et elle a dit que ça irait mieux. Alors, un soir, c'est ce qu'elle a fait. Et pendant un temps, effectivement, il n'y avait plus de problème. Mais un jour, ma mère m'a demandé d'arroser les plantes.
J'étais à l'extérieur de la maison en train d'arroser les plantes très proches de la maison de la vieille dame. J'avais quasiment fini quand j'ai senti ma main être agrippée par quelque chose. Je me suis alors retourné et j'ai pu voir que c'était cette dame qui me tenait fermement la main. J'essayais de me débattre, mais elle était naturellement plus forte que moi. J'étais totalement tétanisé. Elle ressemblait vraiment à une sorcière. On aurait dit qu'elle n'avait jamais connu la douche. Son visage était vraiment sale. D'un coup, elle a ouvert la bouche pour me dire d'une voix très rauque et lente « Dégagez de chez moi !» Elle m'a alors lâché la main et j'ai couru à l'intérieur de la maison. J'ai eu la peur de ma vie. Je pensais que cette vieille sorcière était morte. Je me souviens encore de son visage penché sur moi à quelques centimètres du mien. Elle grinçait des dents et je ne voyais pas d'âme en elle. Ses yeux étaient vides et tout ce mal que je sentais en elle, ça m'a glacé le sang. C'était la même sensation que j'avais ressentie quand j'avais été attaqué à l'étage. J'en ai parlé à mes frères et sœurs et heureusement, mon frère me croyait lui, même s'il n'avait encore subi aucune chose bizarre dans la maison. Et comme vous vous en doutez, cela a changé un jour. Une nuit plus particulièrement, mon frère dormait dans son lit quand il s'est réveillé en sueur. Il s'est mis à regarder autour de lui et il sentait une énergie négative dans la pièce. Il a commencé à essayer de se lever du lit quand d'un coup, il a senti quelque chose l'étrangler. C'était comme une grosse corde autour de son cou et il essayait de mettre ses mains comme pour retirer la corde autour de son cou, mais il n'y arrivait pas. Cela a duré une bonne vingtaine de secondes d'horribles souffrances. Cela s'est arrêté aussi brusquement que cela est arrivé. Il en est tombé à la renverse par terre. Il s'est vite relevé en reprenant son souffle comme il le pouvait et il a couru en direction de la chambre de ma mère. Une fois dans la chambre de ma mère avec qui je dormais, il a dit « Il y a un truc dans ma chambre, il faut qu'on parte !» Maintenant ! Il s'est alors précipité dans les bras de ma mère qui lui ouvrait ses bras. Il se plaignait d'une douleur au cou. Alors elle l'a examiné et elle a pu voir qu'il avait des marques sur le cou. Elles étaient très profondes. Pour vous dire, il avait des bleus encore une semaine après cet événement. Après ça, mon frère ne voulait plus dormir à l'étage. Il savait ce que j'avais vécu et il me croyait à 100%. Il s'est même mis à dormir dans la chambre de ma mère, par terre dans un sac de couchage. Moi, de mon côté, je savais que la chose qui avait attaqué mon frère était la même chose qui m'avait attaqué. Je m'en voulais que cette chose se soit attaquée à quelqu'un d'autre, mais ça prouvait que ce que je disais était vrai. On dormait tous dans la chambre de ma mère, sauf Rachel, ma grande sœur. Elle était plutôt du genre à nous dire « Allez, arrêtez avec vos conneries, je suis sûr que vous dramatisez. » Sauf que malheureusement, ma sœur va apprendre qu'avec mon frère, on ne dramatisait pas. Une nuit chaude, ma sœur dormait dans son lit à l'étage quand elle a été réveillée par une horrible, mais alors horrible douleur. Sa main gauche était en sang, elle s'est mise à hurler. Elle a pu voir que son ventilateur était également taché de sang et que c'est ce dernier qui lui avait fait ça à la main. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, son ventilateur était éteint. Et surtout, il était bien plus loin sur la table de chevet. Petit rappel au cas où, mais dans ces années-là, les ventilateurs, ils n'avaient pas de système de sécurité comme maintenant. Donc les pales des ventilateurs, ils étaient un petit peu à l'air libre. Après cette nuit-là, Rachel, ma sœur, a également décidé de dormir en bas. Au final, on a tous décidé de dormir en bas. À partir de ce moment-là, je me disais que ça dégénérait. On en était arrivé à un point où on ne passait plus de temps dans la maison. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, ça ne pouvait plus durer. J'ai remarqué que ces événements avaient commencé au niveau du mur qu'on avait en commun avec cette vieille folle. Un jour, alors que je sortais des poubelles avec mon frère, on a pu voir que la porte d'entrée de chez la sorcière était ouverte. On a commencé à s'approcher lentement de son entrée. On a décidé de monter les escaliers qui menaient à son entrée. Mon frère a pénétré à l'intérieur en premier et je l'ai suivi. Une fois dans la pièce principale, on a pu remarquer que sa maison ressemblait plus à un dépotoir qu'à une véritable maison. Tout était en bordel sans dessus-dessous. Tout sauf une table qui était plutôt bien rangée comparée à tout le reste. Sur cette table, il y avait une maquette représentant notre maison. C'est là que mon frère a découvert l'horreur absolue. Il y avait la configuration quasiment exacte de notre maison. Mais pire que tout, il y avait des poupées avec des photos de notre tête dessus. Celle de mon frère était entourée d'une corde. À côté de celle de ma sœur était installé un système tranchant qui ressemblait à une sorte de ventilateur. Mon frère et moi étions effrayés par ce qu'on pouvait voir, mais nous n'avons pas eu le temps de tout examiner car nous avons entendu un bruit à l'extérieur. Quelqu'un montait les escaliers. Avec mon frère, nous nous sommes accroupis en dessous de la table. On a alors entendu la porte d'entrée claquer et des bruits de pas s'approcher. On savait que c'était la vieille dame. Elle crachait ses poumons et avançait lentement. Elle s'est alors arrêtée devant la table à notre niveau. J'avais une peur terrible. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de respirer. Je me disais qu'elle allait entendre les battements de mon cœur. À côté, mon frère devait penser de même. Ses yeux étaient grands ouverts. Les pieds de cette femme étaient crades. Je pouvais voir ses ongles tout crasseux car elle portait des sortes de claquettes fait main.
Elle s'est alors remise en marche pour aller à l'opposé de la pièce. Et c'est là que mon frère m'a dit « Vas-y, fonce !» Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons couru comme des fous. Mon frère était un peu en retrait. Il s'occupait de regarder derrière nous pour voir si elle nous rattrapait. Je suis alors rentré la première dans la maison. Mais à peine j'étais rentré que la porte s'est refermée. Mon frère est resté à l'extérieur et il tapait sur la porte. De mon côté, je pleurais. Je voulais que mon frère me rejoigne. Heureusement, mon frère a réussi à ouvrir la porte et il m'a prise dans ses bras. C'était vraiment horrible à vivre. Cette dame faisait vraiment tout pour nous faire du mal. C'était comme si une décharge avait parcouru tout mon corps, jusqu'à mes orteils. J'avais des frissons. Je ressentais cette peur que l'on ressent quand on sait que quelque chose de mal va arriver. Je pense qu'elle appelait les ténèbres pour nous faire du mal et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a alors répondu « Ouais, c'est vrai, ça paraît logique ». Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à comprendre. Le coup de grâce à cette histoire, c'est quand le prêtre est venu bénir la maison. Il est allé inspecter chacune des pièces de la maison pour la bénir et quand il est revenu, on était tous dans le salon. Et il a dit à ma mère que cette chose dans la maison était trop intense, trop diabolique et que tant que la vieille dame serait là à appeler les ténèbres, alors on ne pourrait pas purifier la maison. Le mal était trop puissant et il nous a conseillé de déménager. Et c'est ce qui nous a donné l'impulsion d'enfin quitter cette maison. On avait de l'argent et on est parti. C'était fini. Elle avait gagné. Voilà, je me mets comme ça parce que là l'histoire, je viens de la lire d'une traite quasiment, c'est une dinguerie. Sans nom, laisse tomber, j'ai pas les mots, je sais pas si vous avez les mots. Je sais pas si on peut apparenter ça à du vaudou. Je pense qu'il y en a, ils me diront. Il y en a, ils seront plus calés dans les commentaires. Des fois, vous êtes bien calés. Donc ça, c'est cool, n'hésitez pas. Est-ce que ça s'apparente à du vaudou? Bon, il y a quand même les poupées avec les têtes et tout, les photos dessus. Il y a la corde qui pourrait représenter. T'as le truc qui ressemble à un ventilateur. Donc techniquement, je pense que c'est... Après, je m'y connais pas trop. J'ai pas envie de dire de la D. Donc voilà, hein, vous me dites. Et on en discute. Juste avant de commencer cette deuxième histoire, vérifie que t'aies bien mis ton petit pouce bleu. Ça aide énormément, je te jure, ça fait très plaisir en tout cas. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca. Elle a 27 ans et au moment de cette histoire, tout se passe bien dans sa vie. Genre vraiment. Je sais, ça peut paraître fou, mais bon, y a des gens, c'est comme ça. Mais chez elle, tout va bien, vraiment tout. Je sais pas comment c'est possible, mais bref, tu vas voir, c'est une dinguerie. Elle a une famille aimante avec qui elle s'entend très bien, que ça soit ses parents ou bien frères et sœurs. Dès qu'il y a un petit pépin, ça se règle très vite car ils sont soudés. Et au niveau de son cercle d'amis, que ça soit féminin ou masculin, eh bien c'est parfait. Le boulot, j'en parle même pas, elle vient d'avoir une promotion qui lui a permis de pouvoir s'acheter la maison de ses rêves. Et maintenant, dans cette maison, eh bien elle a un petit chat européen roux. Ouais, je sais, c'est très mignon, je suis d'accord. Alors là, on est d'accord, toi et moi, pour se dire que moi aussi je veux bien ce genre de vie quand même, c'est pas mal. Sauf qu'il manque quelque chose dans son monde de primordial, c'est l'amour. Donc ça, maintenant, c'est la mission principale de Rebecca, c'est trouver l'amour. Elle le dit dans le thread carrément, elle part limite en guerre à la base. Parce qu'en fait, quand elle se lance dans quelque chose, eh bien, elle le fait à fond. Et pour ça, elle s'inscrit sur 3 sites de rencontres différents. Alors c'est pas sur Tinder ou quoi, c'est bien des sites internet de rencontres. Elle fait plusieurs rencontres, tout ce qu'il y a de plus basique, mais rien de très prometteur. Elle ne recherche pas forcément quelqu'un avec un physique exceptionnel. Bon, elle dit juste qu'il y a un petit minimum. Il n'y a pas besoin que ça soit Chris Hemsworth, le mec qui joue Thor en gros, au cas où. Ce qu'elle cherche surtout, c'est quelqu'un qui a de l'ambition professionnelle et qui veut construire un foyer. Bref, un soir, elle reçoit un nouveau message privé d'une personne. Sauf qu'elle va l'ouvrir mais qu'elle a été distraite. Et donc elle est partie faire quelque chose en entraînant une autre et ainsi de suite. À force, elle a éteint son PC. Et du coup, pour l'instant, ce message reste lu mais non lu. En fait, vous voyez le genre. Pendant un mois entier, elle continue son petit train de vie. Et elle parle et rencontre des gens, mais rien de satisfaisant. Jusqu'à un soir où elle reçoit une nouvelle notif. Elle est en mode « What ? J'avais déjà reçu un message de ce gars et j'avais jamais répondu ?» Elle est en mode « Oula, ça se fait pas trop en vrai. » Elle lit ces 2 messages du coup et le profil est sympa. La photo de profil est plutôt cool aussi d'ailleurs. Rebecca lui répond alors et lui dit « Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt. J'avais pas vu le message. » Là, elle s'excuse vraiment de fou quoi. Ce gars qui s'appelle Sacha lui dit qu'il n'y a pas de souci, que ça peut arriver. Il lui propose alors un rendez-vous pour vendredi soir. Franchement, Rebecca elle se dit « Ok, profil intéressant et puis bon, je l'ai fait galérer un petit peu. » Du coup, pourquoi pas? Elle lui donne un rendez-vous dans un restaurant de la ville. On avance jusqu'au vendredi soir et Rebecca se prépare et elle sent un petit peu le stress monter.
En plus, elle commence à être bien en retard à force. Elle envoie donc un message à Sacha pour lui dire qu'elle sera en retard. Il lui répond qu'il n'y a pas de problème et qu'il va l'attendre. Elle décide d'accélérer le pas, elle prend sa voiture et hop, direction le centre-ville. Elle trouve une place de parking en 2-2 et enfin, elle rentre dans le restaurant. Elle check un petit peu du regard et elle a ce petit pincement en mode est-ce qu'il est vraiment venu? Est-ce qu'il ressemble à sa photo de profil? Parce que bon, des fois il y a des gens ils te mettent des photos qui datent de plusieurs années et d'autres c'est carrément pas leur photo. Alors pour le coup, Rebecca elle a pas eu trop à stresser pour ça car elle voit un gars un petit peu plus loin qui lui fait un signe de la main. Elle le regarde et elle le reconnaît direct, c'est Sacha. Il ressemble à sa photo de profil, même un petit peu mieux, donc c'est plutôt encourageant comme premier rendez-vous. Elle va alors s'installer auprès de lui, la discussion est vachement fluide entre eux, et ça se passe plutôt bien. À un moment, elle sent que c'est la fin du rendez-vous qui se fait, et le gars lui dit qu'ils ont passé une bonne soirée et qu'il aimerait bien la revoir une autre fois. En vrai, ça se passe tellement bien que Rebecca lui propose de finir un peu la soirée chez elle. Elle le conduit à sa voiture et elle conduit jusqu'à sa maison. Une fois dedans, il s'installe un peu dans la cuisine et commence à prendre une petite bouteille. Là, normalement, un détail que tu ne dis pas, mais malheureusement, Rebecca est partie aux toilettes pour se soulager. Une fois qu'elle revient, les deux continuent leur conversation et vont se mettre sur le canapé. Vraiment, absolument, tout se passe bien. Jusqu'au moment où là, Rebecca sent un mal de tête arriver mais en légende. C'est le truc qui arrive très vite et très fort. Et elle fait quelque chose comme ça, quoi. Elle se frotte bien la tête pour signifier qu'elle a bien mal à la tête en fait. Elle passe sa main sur son front et elle dit qu'elle va aller se mettre à la fenêtre pour prendre un petit peu l'air. Sauf que quand elle met un pied par terre, là, il y a sa tête qui tourne mais comme jamais. Alors, aidée de Sacha, elle retombe sur le canapé. Et là, maintenant, débute forcément son pire cauchemar. Elle a comme des intermittences. Elle est consciente, inconsciente. Elle voit un petit peu trouble, c'est flou et elle galère clairement à réagir. Elle n'arrive plus à bouger ni à parler, mais elle arrive à comprendre un peu ce qui se passe. À un moment, elle peut voir Sacha qui est en train de fouiller dans sa maison. Il est en train de prendre des objets ici et là et il les met dans un sac. Elle essaye de parler pour lui demander ce qu'il est en train de foutre au lieu de lui venir en aide et d'appeler les secours. Sauf que malheureusement, elle arrive à rien, il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Mais battante comme elle est, elle va prendre tout son courage en main et elle tente de se relever pour appeler elle-même à l'aide. Et malheureusement, ça le gars il l'a bien compris. Dès qu'il la voit, il se précipite sur elle, la projette sur le canapé et va lui mettre un canif sous la gorge. À un moment, il va même rapprocher son visage du sien et lui dire quelque chose. Malheureusement ou heureusement, elle ne se souvient pas du tout de ce qu'il a dit. Elle se doute que c'est sûrement des menaces mais aucun moyen de savoir exactement. Il va la laisser comme ça, avec un regard meurtrier sur le visage. Il continue à faire son petit business dans la maison et pendant un petit moment, Rebecca, elle ne le voit plus du tout. Même si elle est dans les vapes, elle se rend compte que ça fait un petit moment qu'il est plus là. Sauf qu'au moment où elle pense qu'il est parti, elle entend un gros bruit. De peur, elle ferme les yeux et quand elle les rouvre, devant elle se trouve sa mère. Elle comprend pas vraiment ce que sa mère lui dit, mais bon, elle ressent une vague de soulagement dans tout son corps. Ce qui fait qu'elle va relâcher la pression et elle a plus ce truc d'intermittence. Elle est un petit peu consciente, pas consciente. À partir de ce moment-là, c'est le blackout. Elle se réveille le lendemain à l'hôpital avec sa mère sur une chaise un petit peu plus loin. Sa mère sort vite de la chambre pour aller chercher une infirmière ou docteur qui passerait dans le couloir. Et justement, elle va avoir un combo, une infirmière et une docteur. Elles vont lui expliquer que, comme vous vous en doutez, le gars, Sacha, a mis quelque chose dans son verre, ce qui l'a mis dans un état second. Et quand c'est comme ça, une enquête de police est ouverte. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça, mais là en tout cas dans son état, la police va venir et faire son enquête. Alors là, attention, vous n'êtes pas prêts. Après l'enquête de la police qui a eu accès au PC de Rebecca et après avoir fait une demande auprès de la cour, la police va avoir accès aux données personnelles de Sacha car ils ont fait la demande auprès du site en question. Et lui, bête comme il est, quand il s'est inscrit sur ce site, il a mis toutes ces informations réelles. Vous imaginez bien que pour le retrouver, c'était pas très dur et du coup ils l'ont attrapé pour l'interroger. La police a alors révélé ces informations à Rebecca. En gros, Sacha a un problème d'addiction au poker en ligne et forcément il faut de l'argent pour ça. Et c'est vrai qu'il profitait de ses charmes pour extorquer de l'argent à la gente féminine pour pouvoir subvenir à son addiction. Et là, cette fois, comme il a vu que Rebecca était à l'aise financièrement, il s'est dit qu'il passerait à l'étape du dessus.
Puisque oui, pendant tout le déroulement de l'histoire, j'ai pas pu vous le dire, mais quand la mère de Rebecca est arrivée, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose vu l'état de la maison. C'était vraiment sans dessus-dessous et il manquait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée devant la maison de Rebecca, eh bien la voiture n'était plus là. Une voiture qui apparemment vaut un petit prix quand même. De son côté, ce type a revendu une bonne partie de ce qu'il a volé pour pouvoir jouer en ligne de nouveau. Voilà. Pour conclure, laissez pas traîner vos verres, même chez vous, apparemment avec un inconnu. Je sais, c'est fou. Tu prends ton verre, tu vas faire pipi, tu prends ton verre, tu pipis comme ça, je sais pas, mais ouais, c'est fou hein. Malheureusement, le gars a fait quelque chose de très mal, mais lui aussi souffre un petit peu. Il est addict au jeu, donc si vous aussi vous êtes addict au jeu ou à d'autres trucs, n'hésitez pas, il y a des numéros pour ça. Je m'appelle Wyatt et j'ai été hanté par l'esprit d'un homme des années 1800. Voici mon histoire. C'est important pour moi de partager mon histoire, car avant tout cela, j'étais terrifié. Je n'osais pas en parler. Ma famille et moi, nous n'en avons jamais parlé. Nous évitons d'en parler tellement c'est irréel pour nous d'y croire. Et c'est pour cela que je suis là maintenant. C'est pour m'en libérer que j'ai décidé de vous la partager. Je viens de Crofton en Colombie-Britannique au Canada. Cette ville est une ville minière. C'est-à-dire qu'à l'époque, des gens travaillaient dans les mines. Le nom de cette ville vient de la personne qui s'appelle Monsieur Henry Croft. C'est lui qui était propriétaire des activités minières de la ville. En gros, c'était le patron et tout le monde devait lui obéir à l'époque. Si vous ne lui obéissiez pas, vous étiez renvoyé. De plus, comme vous l'imaginez, à l'époque, les ouvriers n'étaient pas protégés. Donc, beaucoup sont morts dans les mines. Voilà, je vous ai posé un petit peu les bases. Maintenant, parlons un petit peu de mon histoire. Ma mère avait trouvé un bon travail à Crofton. Du coup, on a tous déménagé là-bas. Moi et ma famille, nous avions trouvé une maison là-bas. C'était une maison quand même bien flippante. Pour tout vous dire, elle était immense. C'était presque comme un château. Elle ressemblait vraiment à une maison hantée. Avec ma famille, nous avons décidé d'emménager là-bas. Le premier jour où nous sommes arrivés là-bas, ma mère déballait les cartons au-dessus de la voiture. Moi, je suis allé visiter la maison. Mais déjà, sur le chemin pour aller à la porte d'entrée, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Il y avait comme un truc bizarre. J'ai longé toute la maison qui, je vous le rappelle, était immense. J'ai monté des marches pour accéder à la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte et là j'ai découvert des choses bizarres. Il y avait de très grandes poupées. Sauf que d'un coup, comme ça, l'une des grosses poupées a perdu sa tête. J'ai eu tellement peur que j'ai atterri sur un canapé poussiéreux entouré de deux autres poupées. J'ai tout de suite paniqué et j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis parti en courant. Je vous jure, c'était vraiment effrayant. C'était des poupées taille réelle, je dirais 1m50, 1m60. C'est quoi ce délire? Des poupées qui vous regardent ouvrir la porte de votre maison. C'était vraiment quelque chose d'horrible. Puis dans ma panique, je suis allé visiter la remise. Et ce que j'ai vu dans cette remise m'a beaucoup affecté. J'ai ouvert la porte de la remise et je me suis avancé vers un tas de documents. Puis j'ai remarqué une tache rouge. Il y avait une très grosse tache rouge qui prenait bien la moitié du mur. Et à cette époque, je ne savais pas ce que c'était. J'étais assez jeune, pour tout vous dire, je devais avoir aux alentours de 10-12 ans. Mais quand j'ai regardé cette tache rouge, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru tout le dos et un sentiment d'hostilité. Puis quelques minutes après, ma mère et ma sœur sont venues. Et ma sœur a dit à ma mère que c'était hors de question qu'elle vive ici. Mais ma mère a promis à ma sœur que si on habitait cette maison, elle pourrait prendre un chat qu'elle a trouvé abandonné dans un carton pas très loin de la propriété. Forcément, avec ce petit chantage, ma sœur a accepté. Elle voulait bien qu'on emménage dans cette maison. Une vingtaine de minutes plus tard, moi, ma sœur et son nouveau chat sommes montés en haut de cette maison pour aller voir nos chambres. Comment vous dire? L'atmosphère était lugubre. Nous avons essayé d'ouvrir une porte et elle était fermée. Donc nous avons avancé. On pouvait sentir comme de la fumée ou je sais pas, une sorte de cigarette. Nous nous sommes approchés d'une porte ouverte et effectivement, nous avons vu de la fumée. C'était comme si quelqu'un était en train de fumer dans la chambre. C'était déjà quelque chose de bizarre. Mais en plus de ça, il y avait une chaise. Pas n'importe quelle chaise. Une chaise à bascule. Et elle bougeait toute seule. Le plus étrange, c'est que cette fumée semblait venir de là-bas. C'était vraiment terrifiant. Il n'y avait personne dans cette chambre. Mais nous avons vu la chaise bouger. Après cela, ma sœur s'est rendue vers la buanderie. Elle s'est avancée dans une pièce très lugubre. Il y avait plein de pots, de flacons. Il y avait des choses vraiment bizarres dedans. À un moment, elle a soulevé un carton. Et dans ce même carton, il y avait des photos de personnes décédées. Toutes ces personnes étaient photographiées dans des cercueils. Soit les personnes étaient seules dans le cercueil, ou bien parfois il y avait la famille autour. Sur certaines photos, il y avait même des bébés.
C'était, pour vous dire, très lugubre. Ma sœur était vraiment terrifiée, car elle voyait bien que sur ces photos, c'était des morts bien réels. De plus de ce qu'on pouvait voir sur les photos, c'est que ces cadavres ont été dans cette maison. Et ça, c'était très terrifiant. Maintenant, revenons au pot ou bocaux que ma sœur a trouvé là-bas. Il y avait du formol. C'est un liquide pour embaumer les morts. Forcément, quand elle a trouvé ça, on s'est posé pas mal de questions. Dans les premiers jours qui ont suivi notre emménagement, je me souviens avoir eu beaucoup de mal à m'endormir. J'avais une petite veilleuse que je gardais tout le temps allumée. Le truc, c'est que j'avais l'impression d'entendre quelqu'un marcher dans le couloir et faire des allers-retours autour de ma porte. Alors je me suis lentement relevé pour mieux entendre. Mais j'avais tellement peur que je me suis aussitôt recouché. Puisque oui, les bruits de grincement étaient de plus en plus forts. J'entendais quelqu'un essayer d'ouvrir ma porte de chambre. J'étais terrifié. Je me suis alors assis sur mon lit tout en regardant la porte. J'entendais quelque chose qui voulait pénétrer dans ma chambre. Je me suis alors décidé d'enlever ma couette et de sortir du lit. Je me suis approché de la porte tout doucement. Puis là, d'un coup, mon camion de pompiers enjoué qui était par terre s'est mis à fonctionner tout seul. Ce qui fait que la sirène de pompiers et les lumières se sont mis à tourner. Je me suis alors dirigé vers le camion et j'ai enlevé les piles du jouet. Il s'est donc naturellement éteint. Mais j'avais toujours peur. Qui était en train d'essayer de rentrer dans ma chambre en pleine nuit? Et cette personne n'arrêtait pas de faire des allers-retours devant ma porte. Je me suis donc assis sur mon lit, la peur au bide, puis j'ai posé les piles sur ma commode. J'ai regardé ma porte et le grincement est revenu de plus belle, mais cette fois-ci, beaucoup plus proche de ma porte. Il y avait une lueur éclairée bizarre sous ma porte. Et en plus de tout ça, il y avait un bruit qui était particulier. On aurait dit que quelqu'un fumait une cigarette. Sauf que j'ai pas eu trop le temps de penser à ça. Puisque d'un coup, comme ça, le camion de pompiers s'est rallumé. Sauf que je vous rappelle que j'avais enlevé les piles. J'étais alors totalement terrifié. Comment c'était possible? J'ai quitté la porte des yeux pour les mettre sur mon camion de pompiers pour ensuite les remettre sur la porte de la chambre. Et je voyais cette lueur faire des allers-retours constants devant ma porte. J'étais terrifié. J'avais peur. Mais les pas ont continué comme ça pendant pas mal de temps. J'ai donc mis ma couverture devant ma tête et j'ai essayé d'oublier tout ça. Sauf que malheureusement, ce n'était pas la seule nuit où cela s'est passé. En fait, c'était répétitif. Et généralement, quand des choses étranges ou bizarres apparaissaient, j'allais dans la chambre de ma sœur pour me réfugier. Je dormais avec ma sœur car j'avais trop peur de rester seul. Un jour, je me suis réfugié dans la chambre de ma sœur car j'avais peur. Et nous avons entendu des bruits. Nous avons alors décidé de nous planquer sous la couette avec une lampe torche. Nous entendions que les bruits de pas n'étaient pas devant la porte, mais bien dans la chambre. À ce moment-là, nous avions forcément peur, puisqu'en plus de tout ça, se rajoutait le bruit d'une cigarette qui se consumait. Puis, naturellement, vient le bruit d'une chaise à bascule qui bougeait toute seule. Moi et ma sœur, on s'est regardés et on avait très peur, vraiment très peur. Puis, ma sœur a pris son courage à deux mains et a décidé de soulever la couette un petit peu pour regarder. Elle a cherché avec sa lampe torche, puis là, d'un coup, comme ça, tous les deux, on a pu voir un vieux monsieur horrible se tenir sur la chaise à bascule. Il avait un cigare dans la bouche. Et d'un coup, il s'est levé et il s'est mis à courir vers nous. On a crié et on est parti en courant. Après cet événement, ma sœur ne voulait plus dormir à l'étage. Donc, elle m'a laissé seule en haut de la maison. C'est à partir de ce moment-là que c'est devenu très difficile pour moi. Je ne savais plus quoi penser. À ce moment-là, pour moi, le fantôme était devenu bien réel. Ce n'était plus un fantôme de dessin animé. Et la peur que j'avais s'est intensifiée. C'était de pire en pire. Un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu quelque chose sonner dans les escaliers. Je me suis donc levé pour aller voir ce que c'était. Il y avait un bruit. Et ce bruit ressemblait étrangement au bruit du camion de pompiers qui n'avait plus de piles. Je me suis donc approché en haut des escaliers et là, j'ai pu sentir deux mains dans mon dos qui me poussaient en haut des escaliers. Ce qui fait que j'ai dévalé les escaliers. Je n'ai jamais parlé à personne de cet épisode, même pas à ma mère. Je savais que ma mère adorait cette maison et je voulais pas la fâcher. Sauf qu'au fil des mois, les choses ont empiré de plus en plus, à tel point que c'était épouvantable pour moi. Chaque soir, en me couchant, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc. Puis une nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'ai directement allumé ma lampe et je me suis assis. J'ai regardé à gauche, rien. J'ai regardé à droite et là, mon camion de pompier était allumé. Il était dans un coin de ma chambre. Il a commencé à faire du bruit et les sirènes bleues et rouges étaient stridentes. À voir, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Sauf que ce n'est pas le pire. Après ça, le camion s'est mis à bouger tout seul. Pas juste un petit peu, non. Il a carrément fait un virage. Puis il est reparti en arrière et il est revenu en avant. Puis il a refait un virage. J'étais terrifié. J'avais peur. J'avais vraiment très peur. J'en pouvais plus. Puis après ça, le camion de pompiers s'est mis à taper contre le mur. Bam, bam, bam!
Il s'est arrêté pendant un moment, puis il est parti sous mon lit. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'étais juste terrifié. J'ai vraiment eu très peur, donc j'ai décidé de sauter du lit et de courir. Sauf que là, en sautant du lit, au sol étaient posés plus de 20 hameçons de poisson. J'ai pris une bonne partie dans les pieds. Quand j'ai posé les pieds au sol et que j'ai commencé à courir, cela m'a transpercé les pieds. J'ai hurlé à plein poumon. Quant au camion de pompiers, il était toujours allumé sous mon lit avec les tululus. Cette nuit-là, j'ai été conduit à l'hôpital. Ils ont dû m'opérer pour enlever les hameçons de mes pieds, car c'était vraiment très profond. J'étais fan de pêche et je prends très soin de mes hameçons et de mon matériel de pêche. Et je n'aurais jamais laissé un hameçon par terre, ni même encore toute la boîte. Il est clair que cette nuit-là, les hameçons ont été placés là pour que je me les prenne dans le pied et surtout pour me faire mal. C'était vraiment horrible. C'était comme si l'esprit de la maison faisait monter les enchères niveau cruauté. À mesure que les événements empiraient dans la maison, j'étais de plus en plus réservé et je n'étais plus pareil avec mes amis. Plus pareil non plus avec ma famille. Je me suis éloigné de tout le monde. C'est alors que je me suis intéressé à l'histoire de la maison et à l'histoire de Crofton, ma ville. Donc je suis retourné dans ce hangar à bois de ma maison et je voulais fouiller un petit peu dans les archives de vieux cartons et les journaux là-bas. C'est là que je suis tombé sur un vieux journal où j'ai découvert que la maison où j'habitais était celle d'Henry Croft. Il y avait une photo d'Henry Croft sur le journal et je l'ai tout de suite reconnu. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui qui hantait notre maison. C'était lui l'esprit qui me hantait, qui me persécutait et qui me faisait du mal. Quand j'ai découvert tout cela, j'ai ressenti beaucoup de colère et de rage. J'étais fou de rage. C'était lui le salaud qui nous hantait et qui avait déjà fait tout cela. Et je pouvais enfin mettre un nom sur le visage qui nous hantait. Puis, j'ai découvert autre chose dans ce journal et cela m'a terrifié. Quelqu'un s'était donné la mort dans la maison d'Henry Croft. En fait, c'était le locataire précédent. Quand j'ai lu ça, j'ai directement regardé le mur taché de sang dans la remise. Et puis j'ai vu une photo de l'endroit où l'ancien locataire avait fait ça. Et c'était clairement là où je me trouvais, dans la remise tachée d'une grosse tache de sang qui repeignait les murs. C'était surréaliste quand j'ai réalisé que je me trouvais là où cet homme est mort. Pour vous expliquer un petit peu les choses, la maison où nous habitions était restée vacante pendant 4 ans avant notre arrivée. C'est pour ça que le loyer n'était pas très cher. Pour tout vous dire, je ne sais pas pourquoi cet homme a fait ça. Mais s'il a vécu ce que moi et ma famille avons vécu, je pense qu'il a mis fin à ses jours à cause de ça. À cause de cette torture, à cause de ces fantômes qui hantent cette maison. Peut-être qu'il était à bout et qu'il voulait finir avec tout ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, nous aussi, on commençait à être à bout. Les manifestations étaient de plus en plus nombreuses. Et je n'oublierai jamais la nuit où j'étais pratiquement avec toute ma famille. Une nuit, ma sœur avait invité une amie et elles étaient en train de regarder la télé avec du popcorn. Quand d'un coup, toute la pièce s'est mise à vibrer. La table s'est mise à trembler. Les cadres se sont aussi mis à trembler. Ma sœur m'a alors appelé car j'étais dans le jardin. Je me suis alors précipité à l'intérieur et j'ai vu que oui, les murs étaient en train de trembler. La télé ne captait plus et le saladier en verre qui contenait les popcorn a explosé d'un coup. Les lumières commençaient doucement à s'éteindre. Puis la télé s'est coupée. Et boum, la porte d'une des entrées derrière moi s'est refermée d'un coup. Nous avons alors tous sursauté. Là, les rideaux ont commencé à tomber un à un dans le salon. Après ça, l'un des gros meubles du salon est tombé carrément au sol. Les étagères sont tombées au sol, les verres explosés, les assiettes aussi. Et il y en avait carrément une qui avait traversé la pièce. Quant à la télévision, elle se rallumait frénétiquement. C'était apocalyptique, tout le monde poussait des cris. Les lampes commençaient à tomber au sol. Tous les meubles ont commencé à trembler au même rythme. Les lumières ont vacillé, puis les tableaux sont tombés. Et là, nous avons décidé de sortir de la maison en courant. On est allé chez une amie à ma sœur, puis on a appelé notre mère. Quand ma mère est arrivée dans la maison, c'était très calme. Il y avait quelques lumières allumées, mais rien. Enfin, rien. Il y avait bien une assiette encastrée dans le mur, comme si on avait jeté un frisbee. En voyant ça, ma mère savait qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. À ce moment-là, elle pensait plus qu'à une seule chose, c'était nous récupérer. Elle est donc partie de la maison pour venir nous chercher chez l'ami de ma sœur. Puis, nous sommes retournés dans la maison. Pour tout vous dire, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Et pourtant, je l'ai vécu. C'était à peine croyable. Tout était cassé dans la maison. Les meubles renversés, les chaises par terre et les tables retournées. Mais ce soir-là, il est arrivé malheur à l'ami de ma sœur. Et comment vous dire que ça a brisé le cœur à toute ma famille. En plus, ça s'est produit à moins d'1 kilomètre de chez nous. L'amie de ma sœur ne voulait plus dormir chez nous après ça. Elle est donc repartie chez elle. Et en descendant la colline, elle est morte dans un accident de voiture.
C'était vraiment la goutte d'eau de trop pour toute ma famille. Surtout qu'on pense tous que ce qui est arrivé cette nuit-là est lié. C'est pas possible que ça soit juste une coïncidence. La mort rôdait vraiment partout dans cette maison. C'est alors à ce moment-là que ma mère a pris la décision de partir de la maison. Et malgré le fait que nous ne soyons plus dans cette maison, je pense que nous en souffrons toujours aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans cette maison n'était pas naturel. Ce n'était pas normal. Je pense que l'esprit d'Henry Croft a pris une certaine satisfaction à nous effrayer. Je pense qu'il a pris plaisir à me voir pleurer tous les soirs sous ma couette. Je pense que c'était toute cette haine que j'avais ressentie au premier pressentiment quand je suis arrivé dans cette maison. Quand nous avons quitté la maison, j'ai senti que cette haine n'avait plus de limite. Elle avait atteint quelque chose de diabolique. Voilà les petits potes, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, elle est vraiment très folle. Moi je l'ai adorée, c'est pour ça que je vous ai partagé son histoire. Bon, si t'as kiffé, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Bon, si tu veux plus d'actualité, t'hésites pas à me rejoindre sur Instagram et le vrai Delcor Story, hein, Delcor Story, tout attaché, c'est moi, ok? L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Maintenant, j'en ai 22. Ma famille et moi vivions dans un quartier de classe supérieure très sûr dans une ville sûre justement. Notre maison était juste à côté d'une zone de conservation locale populaire pour la randonnée, le canoë, le camping et l'observation de la faune. J'ai toujours été un enfant paranoïaque. En y repensant, c'était sûrement dû au fait que tout le monde n'arrêtait pas de rabâcher le danger sur les étrangers. À l'école primaire, ils nous disaient qu'il ne fallait absolument pas parler aux étrangers. Ces choses-là étaient très déconcertantes. Mon jeune frère Jules et moi avons partagé ensemble une chambre tout en grandissant. Et malgré tous mes efforts pour que mes parents construisent une extension chez nous ou réorganisent l'aménagement afin que je puisse avoir ma propre chambre, c'était toujours le cas de cette chaude nuit de juin. Nous étions tous les deux. C'était en fait le matin, je suppose, probablement 3h, 3h30 environ, quand je suis réveillé de mon pays de rêve par le son d'une voix dans ma chambre. De toute évidence, je n'étais pas trop inquiet ou quoi que ce soit. Parfois, mon frère parlait dans son sommeil ou allait aux toilettes au milieu de la nuit. Et étant donné qu'il était très jeune, eh bien il ne faisait pas attention à moi. Mais cette fois-ci, tout ça était différent. Je me suis réveillé et j'étais dans un état groggy. Je pouvais distinguer une expression terrifiée sur le visage de Jules. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore vérifié l'heure. Alors je l'ai simplement balayé en lui disant « Allez, retourne-toi Jules, tu ne fais que rêver ». C'est là que mon frère a ouvert la bouche et m'a dit « Crois qu'il y a quelqu'un ?» Ça m'a ramené à la réalité et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il s'est alors tu et il a répété ce qu'il avait dit auparavant. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais juste gelé, allongé là. Et c'est là que j'ai entendu cela moi aussi. « Aidez-moi, on abuse de moi !» Ce cri-là venait de devant notre maison. Ma chambre faisait face à la rue et parce qu'il faisait si chaud cette nuit-là, nous avions laissé la fenêtre entrouverte de quelques centimètres. Et les appels à l'aide me parvenaient sans difficulté aux oreilles. Je me suis soudainement levé de mon lit et je lui ai dit de ne pas bouger. Alors que je courais dans le couloir jusqu'à la chambre de mes parents, j'ai ouvert leur porte, ils se sont tous les deux réveillés en me demandant ce que je faisais en les réveillant au milieu de la nuit. Et je leur ai dit, quelqu'un est en train de se faire agresser juste à l'extérieur de notre maison. Là, en entendant ça, mon père n'a pas perdu une seule seconde. Il n'a pas posé la moindre question. Il a enfilé son pyjama et il s'est précipité dans les escaliers. Il savait que je n'étais pas le type d'enfant à mentir pour faire une blague tordue comme ça. Ma mère s'est mise à pleurer et elle a attrapé la ligne fixe à côté de son lit pour appeler le 911. Puisque oui, maintenant, elle aussi pouvait entendre les faibles appels à l'aide même de l'autre côté de la maison. Ma sœur cadette s'est réveillée de sa chambre en pleurant, demandant ce qui se passait. Nous nous sommes blottis dans ma chambre et pour la première fois, nous avons jeté un coup d'œil par les stores pour voir ce qui se passait dans la rue en contrebas. Ma mère a regardé en premier et elle semblait confuse. Au bout de notre allée se trouvait un homme, peut-être 25 ans, en boxer et seul. Ensuite, on pouvait voir notre père allumer toutes les lumières de la maison et commencer à descendre l'allée vers lui, torse nu, avec sa batte de baseball Louisville Slugger dans les mains. L'homme le regarde et à ce moment-là, un groupe de nos voisins s'était réveillé et nous pouvions les voir regarder depuis leur porte. L'homme pointe alors le voisin d'en face et crie « C'était toi, c'est toi qui as abusé de moi !» Ce à quoi mon père répond calmement « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Est-ce que t'as besoin d'aide ?» L'homme se lève alors et frappe le pare-brise arrière de notre fourgon familial et mon père lui dit « Je te préviens, si tu recommences ça, je vais te casser les jambes. » Nous entendons les sirènes de police descendre la rue maintenant et 5 voitures de police s'arrêtent. Et après quelques minutes, mon père revient à l'intérieur.
Il nous dit que tout va bien, que le gars était accro à... et qu'il s'est éloigné du camping de ses amis dans cette zone de conservation. Pour le dire à la légère, eh bien toute ma famille a été secouée. Et heureusement, rien de tel ne s'est reproduit dans notre quartier. Mais bon, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon père en mode badass, torse nu dans notre allée, et il voulait arrêter un mec chelou avec une batte de baseball. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, heureusement que le gars est pas rentré chez eux vu qu'ils avaient la fenêtre ouverte, hein, quand même, on le rappelle. Sachant que le gars est sous... on ne dira pas les mots parce qu'on n'a pas le droit, mais voilà, il est sous substance et s'il veut des substances, bah peut-être qu'il va commettre d'autres actes, j'en sais rien, hein, moi, peut-être que voilà. Mais en tout cas, est-ce que le voisin avait vraiment abusé de lui? Ça se trouve, oui, hein, carrément, le gars était réel, c'est vrai, c'est... Mais en tout cas, ou peut-être qu'il s'est fait une paranoïa, je pourrais pas vous dire, j'étais pas là. Hein. Ah, t'étais pas là? Ah bon, putain, d'accord. Bref, je ne veux pas divaguer dans mes, comment ça s'appelle, dans mes conclusions, mais ça fait bizarre de refaire des conclusions après 2 semaines de non-travail, et j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me fait, en vrai, je vous le dis, là, honnêtement, ça me fait très très plaisir d'en refaire. Ah oui, je le dis parce que des fois, t'en fais, et au bout d'un moment, bah, t'es là, t'es en mode... Je la connais l'histoire, tu sais, des fois c'est un peu des déroulements qui se ressemblent et tout. Et bah là, je reprends du plaisir. Voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je suis pressé de vous raconter la deuxième histoire. Allez, justement, on passe à la deuxième histoire. Bon, juste avant qu'on commence cette deuxième histoire, si t'avais oublié, le petit pouce bleu c'est quand même mieux, hein, on va pas se mentir, ça fait plaisir à tout le monde. Enfin à moi, YouTube. Vous parce que ça vous a fait du bien de faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà, donc non mais c'est cool, très très bien. Et les pouces bleus aussi, ça fait en sorte que les schtroumpfs, eh ben, ils puissent se reproduire. Voilà, bref. Que des conneries, on est marre de moi. Bref, on va les garder quand même parce que c'est la fête. Bref, et le petit abonnement, ça c'est toujours bonus, ok? Allez, on se le dit, on commence tout de suite. Je travaille dans une halte routière dans le Massachusetts aux États-Unis. C'est une station-service ouverte 24 heures sur 24 et il y a bien évidemment des toilettes. Ça paraît logique quand même. Un jour, après le travail où mon restaurant fermait vers minuit, j'ai décidé d'aller m'asseoir avec mon ami qui travaille à la station-service. Il s'appelle Jake et a à peu près 30 ans. D'ailleurs, ce petit truc d'aller m'asseoir vers chez lui, eh bien je le faisais tout le temps à peu près entre minuit, 2h du matin ou 3h. Cette nuit en particulier était une nuit normale au début. Il n'y avait pas énormément de clients. Je me suis assis là et j'ai bu ma bière. Et je me suis détendu pendant qu'il s'occupait des clients qui achetaient de l'essence et des grattoirs. Vers 1h30, il y avait d'autres clients qui arrivaient. J'ai vu 2 voitures se garer à peu près au même moment. Une voiture devant la pompe à essence et une devant le magasin. Évidemment, c'est normal, nous regardions toujours vers la porte d'entrée pour savoir qui arrivait. C'est surtout parce qu'on fumait de l'herbe médicinale ou qu'on faisait autre chose. Je me souviens avoir entendu les véhicules s'arrêter et j'ai regardé vers les clients quelques secondes plus tard. J'ai vu une dame marcher depuis les pompes avec ce qui ressemblait à une jeune fille. Elle était probablement liée à elle. J'ai pu voir cette femme marcher jusqu'à la porte avec sa fille. Et il y avait un autre homme qui marchait derrière elle dans le magasin. Alors que la femme plus âgée ouvrait la porte après être sortie d'une pompe, sa fille a pris un virage à gauche se dirigeant apparemment vers les toilettes. Ce qui n'était pas très rare car de nombreux clients de notre aire de repos étaient des voyageurs. Et avoir des toilettes qui étaient ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien c'était assez rare dans mon état. Pour ce qui est du deuxième véhicule, eh bien j'ai pu voir un homme en sortir. D'ailleurs sa voiture était garée juste en face de la fenêtre du caissier, c'est-à-dire la fenêtre de Jack. L'homme a tiré sur la porte d'entrée de la station-service puis a regardé sur sa gauche. Pour vous dire, moi je regardais les 2 clients, mais je me suis dit que c'était bizarre. Pourquoi ses yeux s'étaient directement virés sur la gauche? Comme je l'ai déjà dit, j'ai vu la fille de cette femme aller dans cette direction, qui est le seul moyen d'accéder à toute section du relais routier à ce stade, les toilettes. Et j'ai donc regardé mon ami à qui je tenais compagnie pendant son quart de travail de 22h à 6h du matin. Et je l'ai alors regardé et je lui ai dit « Tu trouves pas que c'est un petit peu bizarre tout ça ?» Il m'a alors regardé dans les yeux et il n'a dit aucun mot. Mais ses yeux en disaient long. Je ne savais pas trop quoi faire, alors je me suis retourné et j'ai pu voir que la mère prenait des articles. J'ai alors ouvert les portes qui menaient à la salle à manger de l'aire de repos. C'est vrai que je connaissais bien l'endroit étant donné que j'ai travaillé ici pendant 4 ans. Je me suis juste promené légèrement au coin de la rue et j'ai jeté un coup d'œil devant le guichet automatique où se trouvaient les 2 toilettes. Lorsque vous entrez pour la première fois dans les toilettes ouvertes 24 heures sur 24, eh bien directement sur la gauche c'est les toilettes des hommes.
Si vous continuez à marcher un petit peu après le mur et que vous regardez à votre gauche, eh bien là, vous verrez les toilettes des femmes. Alors je me suis légèrement caché et j'ai regardé à travers la porte vitrée que nous avions verrouillée environ 3h30 auparavant. Et là, je n'ai pas vu la fille de la femme. Mais en revanche, quand j'ai levé les yeux, j'ai pu voir le même homme passer clairement juste à côté du premier couloir où se trouvaient les toilettes des hommes dans le couloir où il n'y avait pas de place. Sauf les toilettes réservées aux femmes. J'ai attendu jusqu'à ce que je sache vraiment s'il était entré dans ces toilettes. Je voulais pas vraiment prendre de risques. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans les toilettes des femmes. Là, j'ai fini par frapper cet homme au visage. Puis je lui ai donné un coup de pied sur la tête. Il est tombé en arrière et il s'est cogné l'arrière de la tête contre le lavabo. Après avoir fait ça, j'étais totalement terrifié. Et j'ai appelé le 911. Je leur ai tout dit, que j'avais agressé un homme dans les toilettes pour femmes de notre relais routier local. Mais que je l'avais fait pour une très bonne raison. Les soldats de l'État sont arrivés même pas 3 minutes après. Quand ils sont arrivés, j'avais déjà les mains en l'air. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé et je leur ai tout dit. Sur les images de vidéosurveillance, tout ce que vous pouvez voir, c'est que j'ouvre la porte en étant mon poing levé. Je fais un léger mouvement et la porte se referme. Après que les policiers aient été témoins des images de vidéosurveillance enregistrées par la station-service dans les toilettes de l'aire de repos, ils ont pris une décision. Les policiers sont revenus vers moi et m'ont dit « Tout conducteur qui est arrêté par un agent des forces de l'ordre pour une infraction au code de la route et qui ne porte pas sa ceinture de sécurité peut être condamné à une amende de 25 $. Et là, eh bien ils m'ont facturé une amende de 25 $. Bien évidemment, je ne nommerai aucun policier qui était dans cette affaire. Je ne pense pas vraiment avoir sauvé qui que ce soit. Et je ne suis pas un héros. Mais j'espère au moins que ça a fait réfléchir ce gars. Il ne peut pas agir impunément. Alors effectivement, histoire assez bizarre, notre petit gars là, il a essayé d'agir au mieux, du moins de ce qu'il pensait. Il pense de ce qu'il a vu que le gars est en train de suivre la fille et peut-être vouloir lui faire du mal. Voilà, en tout cas, c'est ce que lui il a pensé sur le moment. Peut-être que c'est ça, peut-être que pas du tout. Il y a d'autres alternatives, hein, j'en ai d'autres en tête. Mais bon, bah on va espérer que c'est ça hein, quand même, parce que si c'est quelque chose d'autre, bah c'est dommage, il y a quelqu'un qui était là. Biche, il s'est fait éclater la tête contre le lavabo, pour rien. Voilà, donc pas cool. Mais bon, bah on espère, non on espère pas en fait. Ah là, c'est compliqué en fait, parce que d'un côté t'espères pas, ah non je sais pas, bon, j'en sais rien, voilà, j'ai pas de solution. Il y a un mec qui s'est fait éclater, on sait pas pourquoi. Donc non, bah voilà, c'est conclusion. Bravo, GG, je sais pas les mots. Moi je reviens de repos, donc là je suis KO en termes de conclusion, il va falloir que je me remette dans le bain, vous en regardez tous les jours, donc c'est à vous de faire la conclusion. Voilà, je veux pas le savoir, vous faites la conclusion dans les commentaires, bim bam boum, vous me dites ce que c'est. Voilà, allez. Je sais que c'est pas la chose la plus effrayante qui s'est passée, mais en tout cas, moi c'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Et ça m'a vraiment secoué. Pour vous planter le décor, je suis une fille de 18 ans et je vis avec ma famille tout près de mon ancien lycée. Parfois, ma plus jeune sœur qui a 13 ans et moi aimons nous promener autour de la piste pendant que nous écoutons de la musique. Aujourd'hui, après le dîner, nous avons décidé d'y aller. Et il faisait encore jour et il y avait 2 autres personnes sur la piste avec nous. Bon oui, l'aménagement du lycée était un petit peu bizarre. La piste est au sommet d'une colline escarpée avec une rampe pour fauteuil roulant. Et des escaliers qui descendent très loin sur la colline jusqu'au terrain de football-baseball. Puis les escaliers descendent sur un très long chemin vers les terrains de basket en cage plus près du bâtiment de l'école proprement dite. Alors ma petite sœur et moi nous promenons et écoutons de la musique. Il commence à faire un petit peu sombre. L'un des hommes part en courant et l'autre sort de la piste avec son chien. C'est alors qu'un type étrange apparaît. Il a les cheveux super longs, vêtu de noir et un sac à dos noir géant en bandoulière sur le devant de sa poitrine. Pour être honnête, j'ai eu des vibrations bizarres quand je l'ai vu. Mais je n'avais rien sur quoi me baser. Alors j'ai juste supposé que j'étais paranoïaque comme d'habitude. Il est entré par la porte qui donnait accès à la piste, mais au lieu de continuer sur la piste, il a descendu la pente escarpée. Je me suis retourné vers ma sœur et je lui ai dit dès que c'est arrivé. Parce que bon, je trouvais ça bizarre, qu'est-ce qu'il allait faire en descendant la colline escarpée vers les gradins? Après tout, je me suis dit bon, peu importe. J'ai en quelque sorte supposé qu'il était parti chercher quelque part parce que nous ne l'avons pas revu après cela et avons continué à marcher. Ça faisait 2 à 3 minutes que le dernier gars avec son chien était parti. Et là, l'homme de la colline est entré sur la piste où nous étions. Et il a commencé à marcher rapidement vers nous. Bon, pour être honnête, il aurait pu faire ce que nous faisions, c'est-à-dire juste écouter de la musique. Mais il m'avait déjà fait flipper
et nous avions marché assez longtemps pour que j'ai décidé de rentrer à la maison car il commençait à faire noir. Donc dès qu'il est arrivé sur la piste et qu'il a commencé à marcher vers nous, j'ai suggéré à ma petite sœur que nous partions. Et au lieu de nous diriger vers la porte d'où nous venions, c'est-à-dire le plus près de notre maison, mais malheureusement juste là où il se trouvait, eh bien je nous ai fait passer par la porte menant vers les escaliers en bas de la colline pour que nous puissions faire le long chemin. Et voici ce qui m'a paru bizarre. Cet homme qui était monté sur la piste il y a moins de 40 secondes a immédiatement quitté son chemin et il a commencé à nous suivre vers la porte que nous quittions. J'étais un peu paniqué alors j'ai commencé à courir parce que nous étions sur une piste, nom de Dieu. Et ma sœur pensait juste que j'avais envie de courir comme ça. Alors elle m'a suivi dans mon élan. J'ai commencé à courir dans les escaliers vers le terrain de football et j'ai continué sur le long chemin vers la seule sortie non verrouillée qui se trouvait jusqu'au terrain de basket. Je suppose que ma sœur a compris parce qu'elle a tourné la tête pour voir le même homme accélérer et courir dans les escaliers vers nous. Au moment où nous avons atteint la fin du chemin, il avait déjà descendu la colline et marché rapidement vers nous. J'étais vraiment en mode paniqué. Alors j'ai immédiatement envoyé un texto à mon père parce que nous vivions très près. Mais malheureusement, il ne l'a pas vu car il regardait un film. Cet homme a continué à nous suivre et a continué d'accélérer au fur et à mesure que nous avancions. Et franchement, cela ressemblait vraiment à un film d'horreur. Nous avons finalement franchi la porte non verrouillée et ma sœur l'a refermée aussi fort qu'elle le pouvait. Et nous avons commencé à gravir la colline à toute allure et à rentrer chez nous. Heureusement, sur le chemin, il y avait une femme qui promenait son chien. Alors nous nous sommes approchés d'elle car il n'y avait pas de lampadaire par ici. Quand nous sommes revenus au sommet de la colline, l'homme n'était plus là. Mais bon, j'étais tellement choqué que je nous ai fait rentrer en courant. Une fois rentré chez moi, j'ai tout dit à mon père. Je ne sais pas trop pourquoi cet homme nous a observés depuis la colline et qu'il nous a autant suivis. En tout cas, j'espère ne jamais revoir cet homme sur la piste. Bon, juste avant qu'on commence ce deuxième thread d'horreur, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fera pas de mal, ok? Mon petit ami et moi avons emménagé dans cet appartement juste à l'extérieur de la ville il y a environ 2 mois. Bon, il n'y a rien d'enthousiasmant, le bâtiment a plus de 100 ans. Il n'y a pas d'ascenseur et la toiture des couloirs se décolle de plus en plus chaque jour. Bon, quant à l'appartement, il était moderne car il a été remis à neuf. Et aussi, le loyer était plutôt raisonnable. Donc on a pensé que ce serait quelque chose de cool. Ça se trouvait sur une route principale avec tout ce dont nous avions besoin. Et surtout, une station de métro à distance de marche. En plus de ça, et attention, c'est pas souvent, le propriétaire accepte les animaux. Comme ça, je pouvais prendre mon chien avec moi. Bon, pour l'instant, tout va bien. Lorsque nous avons emménagé, je ne passais pas beaucoup de temps dans l'appartement pendant la journée, car mon emploi du temps était assez chargé. Mon petit ami, quant à lui, attendait de commencer un nouveau travail. Il était donc souvent à la maison. Il n'arrêtait pas de me répéter qu'il pensait que notre appartement était hanté. Mais bon, moi j'ai jamais senti cette ambiance. J'avais l'habitude de travailler dans un établissement psychiatrique qui regorgeait de fantômes. J'ai donc vu ma juste part d'ombre et entendu des voix désincarnées à de nombreuses reprises. Et notre appartement ne ressemblait pas à un endroit hanté. Ainsi, lorsque des choses étranges ont commencé à se produire, je les ai naturellement balayées. Nous étions dans un immeuble avec d'autres occupants qui étaient dans leur appartement. Donc entendre des coups était vraiment quelque chose de normal. Lorsque chez nous, des objets ont commencé à tomber des étagères et des comptoirs, je l'ai attribué au sol qui était peut-être inégal. Bon, la télé qui se détraque. Est-ce que ce serait pas des câbles ou la connexion? Nous venons d'emménager. La télé a aussi besoin de temps pour s'adapter, je suppose. Les rideaux de la douche qui bougent tout seuls doivent juste provenir d'un courant d'air, même si les fenêtres sont fermées hermétiquement, puisque nous sommes au dernier étage. Quelques semaines plus tard, je commençais à sentir quelque chose toucher l'arrière de ma tête. La première fois que c'est arrivé, j'étais allongé sur le côté dans la chambre. J'ai pensé que c'était un oreiller ou quelque chose d'autre dans le lit, même si j'étais allongé sur les couvertures. Complètement immobile, à l'exception de mes doigts qui faisaient défiler mon téléphone. La deuxième fois que c'est arrivé, j'étais dans la cuisine en train de remplir un verre de thé glacé. Cette fois, je me suis dit que ça devait être un moustique. La troisième fois que j'ai senti une tape sur l'arrière de ma tête, j'étais assise sur mon canapé, comme je le suis maintenant, essayant de faire en sorte que la télévision écoute ma télécommande. Bon, je me suis alors tapoté l'arrière de la tête et je me suis dit que c'était inutile de m'énerver. Puis, au bout d'un moment, les problèmes avec mon chien ont survenu. J'étais assise sur le canapé avec lui un soir pendant que mon copain était sorti avec des amis. Mon chien s'est soudainement levé et a commencé à regarder le coin du plafond du salon, vers l'endroit où se trouve la salle de bain. Après quelques secondes, il commença à grogner doucement vers le plafond. J'ai essayé de lui faire un petit psst psst pour essayer de détourner son attention de cette zone, mais il ne bougeait pas. Il n'arrêtait pas de grogner contre le plafond.
Je devenais de plus en plus paniqué. Alors je l'ai distraite avec quelques friandises. Et bien évidemment, ça a fonctionné. J'ai pris une vidéo de mon chien en train de faire cela et je l'ai envoyé à un ami. Il m'a suggéré qu'il devait peut-être y avoir des souris. Ou peut-être même qu'un oiseau était atterri sur le toit. Bref, même si je ne me sentais toujours pas bien parce que mon chien n'avait jamais fait ça auparavant, et n'était certainement pas enclin à grogner, je n'y prêtais pas plus attention que ça. Un autre jour, je suis rentré tôt dans l'après-midi. J'ai été surprise quand j'ai entendu quelqu'un depuis le salon qui me disait « Oh bonjour, mon petit ami venait de commencer son nouveau travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à la maison. » Je lui ai alors dit « Oh ça va, je suis rentré tôt. » Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Mais à ce stade, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. J'ai remarqué que mon chien n'était pas venu en courant pour me saluer. Alors que j'enlevais mes chaussures, j'ai demandé « Où est Max ?» Mon copain ne m'a pas répondu. J'ai pensé qu'il avait remis son casque et qu'il s'était remis à jouer. J'ai franchi la porte du salon en m'attendant à ce que mon petit ami soit assis sur le canapé. Mais il n'y avait personne. Ensuite, j'ai vérifié la chambre. Personne non plus. Et la salle de bain, elle était vide. En fait, personne n'était dans mon appartement. J'ai alors trouvé mon chien caché sous le lit, ce qu'il ne fait que pendant les orages ou lorsqu'un voisin déclenche des feux d'artifice. Mais c'était un après-midi ensoleillé. Pourquoi mon chien se cachait-il sous le lit? J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et j'ai fouillé mon appartement. Mais je n'ai trouvé personne. J'ai appelé mon petit ami au travail pour lui dire ce qui s'était passé. Et je lui ai demandé de rentrer à la maison dès que possible. Quand il est rentré chez nous, il a vérifié l'appartement. Et il n'a rien trouvé. Bon, forcément, c'était pas un appartement très grand. Donc normalement, il est très difficile de rater quelqu'un qui se cache. On a discuté sur le fait d'appeler la police, mais il semblait que ça ne servait à rien. Bon, pour cette fois-ci, je me suis dit que la chose que j'ai entendue venait peut-être d'un autre appartement. Ou bien ça venait de la rue. Mais bon, c'était quand même très bizarre. La voix était très claire et elle semblait si proche. Pour vous donner un petit peu de contexte, je ne connaissais pas la personne qui avait loué l'appartement avant moi. Ce qui, au passage, est plutôt normal. Mais son courrier se trouvait dans la boîte aux lettres de notre appartement lorsque nous avons emménagé. J'ai alors noté son nom, Taylor White. Et j'ai aussi noté le fait que son courrier comportait une adresse de réexpédition manuscrite. Je me souviens plus exactement de l'adresse. Mais j'ai vu que l'adresse de réexpédition était dans une petite ville à environ 2 heures de route de la ville. J'aurais pu être curieuse et la chercher juste pour le plaisir, mais j'étais tellement occupé par d'autres choses que je n'avais pas le temps de m'en soucier. Son courrier est resté dans notre boîte aux lettres pendant un petit moment, jusqu'à ce que je tombe un jour sur le facteur et que je lui donne les lettres, et qu'il décide de les prendre avec lui. Forcément, depuis le temps que j'ai emménagé dans l'appartement, j'ai rencontré mes 2 autres voisins de l'étage. Au début, on discutait de banalités. On s'est échangé nos noms et quelques petites plaisanteries par-ci par-là. Je leur ai demandé de nous faire savoir si jamais nous étions trop bruyants, ou je leur ai demandé si notre chien aboyait trop. J'ai fait ça parce que nous voulions être de bons voisins. L'homme qui vivait à côté de nous, Josh, a déclaré que tout se passait bien jusqu'à présent. Il a expliqué que les murs entre les appartements sont assez épais car c'est un vieil immeuble. Donc la seule fois où il entend quelqu'un d'autre, c'est quand quelqu'un marche dans le couloir. Quand il m'a dit ça, je me suis rappelé qu'effectivement, moi aussi j'entendais quand les gens marchaient dans le couloir. Bref. Je voulais juste être curieuse. Un autre jour, nous avons rencontré Josh dans le couloir et il m'a posé des questions sur un jeu vidéo auquel il nous avait entendu jouer la nuit précédente. Au début, je lui ai dit qu'on était désolé pour le bruit qu'on avait fait. Mais très vite, j'ai compris qu'il m'avait dit ça car lui aussi aimait ce jeu vidéo. On l'a alors invité pour boire des bières et jouer au jeu vidéo le lendemain soir. Par pure curiosité, j'ai demandé à Josh s'il était également ami avec l'ancien locataire. Il m'a expliqué qu'il la voyait en passant, mais qu'elle semblait calme et réservée. Donc, il n'avait jamais eu de vraie conversation avec elle. Juste des petites banalités encore comme « Bonjour, alors ça va bien aujourd'hui ?» Choses comme ça quoi, classique. Par contre, Josh avait une anecdote étrange qu'il voulait partager. Il nous a dit que la précédente locataire avait déménagé soudainement et au milieu de la nuit. Il le savait seulement parce que les déménageurs l'avaient réveillé à minuit alors qu'ils emportaient ses affaires. Ce qu'il trouvait vraiment très étrange. Il était sorti sur le palier et leur avait demandé de se taire. Ce pourquoi les déménageurs se sont excusés et ils ont convenu qu'ils essaieraient de faire le plus doucement possible. En fait, après ça, il a pu remarquer qu'il y avait un avis d'expulsion sur la porte. Donc, il en a conclu qu'elle était partie et qu'elle avait cessé de payer son loyer. Je ne sais pas ce qu'Emma a fait de sa vie, nous n'en avons jamais parlé. Mais peut-être qu'elle avait des ennuis. C'est ce qu'il m'a dit et ça m'a pris au dépourvu. Je l'ai alors regardé et je lui ai dit « Emma, c'est bizarre puisque le courrier dans notre boîte aux lettres était adressé à Taylor. Mais apparemment, Josh la connaissait sous le nom d'Emma. » Je commençais vraiment à me poser beaucoup de questions sur cet endroit. C'est là que ça a commencé à faire ding dans ma tête. Alors, il faut que je vous dise que depuis qu'on a emménagé, notre baignoire se bouge très vite. On devait faire une vidange très rapidement. Parfois, si on prenait une douche trop longtemps, eh bien il y avait une puanteur pourrie qui montait du drain. Au bout d'un moment, ça nous a gavés. Et
et on a décidé d'appeler un plombier. On s'est dit que là, ça y est, c'était plus possible. Alors, il vient et mon copain et moi nous asseyons sur le canapé pendant qu'il fait ses petits trucs. On n'a pas envie de le déranger pendant qu'il travaille. On s'est dit que tout ce qu'il y avait là-dedans était probablement super dégoûtant. Et honnêtement, j'avais aucune intention de voir ça. Sauf que j'ai pu entendre le plombier crier « Eh, vous voulez venir voir ça ?» Au début, on lui a dit « Non, non, c'est bon, pas besoin, non, pas envie. » Personne n'a envie de voir tous ces amas là, c'est un petit peu dégueu. Il a alors élevé la voix de plus belle et a dit « Non, sérieusement, vous devez venir voir ça. » J'ai alors mis un petit coup de coude à mon chéri pour qu'il aille voir ça. Je savais que moi je ne pourrais pas le supporter. J'attendais sur le canapé et j'entendais qu'ils commençaient à parler entre eux. Au bout d'un moment, ils se sont même mis à murmurer. Et finalement, mon copain m'a rejoint sur le canapé. Chéri, je crois qu'il vient de trouver des os dans notre baignoire. Là, mes oreilles ont commencé à bourdonner alors que je pouvais sentir mon corps devenir froid. Du coup, je me suis levé et je suis allé voir ce que le plombier avait trouvé. Au milieu des touffes de cheveux mouillés et emmêlés, il y avait des morceaux blancs, solides et quelque chose. En voyant ça, j'ai trébuché hors de la salle de bain, craignant de m'évanouir. Mon petit ami et le plombier ont convenu qu'il valait mieux appeler la police. Ils sont venus et ils ont emporté tout ça, notant que même si cela ressemblait à des restes humains, ils auraient besoin de faire des tests pour confirmer. Maintenant, j'attends juste les résultats. J'attends l'appel. J'attends ce qui va se passer ensuite. J'ai pensé à déménager, à trouver une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. Mais bon, l'argent c'est un petit peu short. On peut pas se permettre de rompre le bail et certainement pas de rester dans un hôtel pendant une longue période. C'est là qu'une pensée m'a traversé l'esprit. Où est le reste du corps? Des images d'un cadavre assis dans les murs défilent constamment dans ma tête. C'est presque comme si je pouvais maintenant sentir quelqu'un par-dessus mon épaule, me regardant d'où que ses os reposent. J'ai alors repensé aux nombreuses fois où j'ai pu sentir quelqu'un tapoter l'arrière de ma tête, essayant peut-être d'attirer mon attention. Peut-être que c'était la façon de s'exprimer de ce fantôme. Il voulait que je le trouve caché dans cet appartement. Bon, au cas où, c'est pas dans la baignoire, c'est dans la fosse, vous savez, voilà. Et bah, malheureusement, il y aurait des os. C'est pas normal, Je pense que quand vous prenez votre douche, il y a ok les cheveux qui tombent, nanani, mais des os, non, c'est pas normal. Donc, très bizarre. En plus, il y a des événements un petit peu chelous, donc effectivement, est-ce que c'est le spectre de quelqu'un qui est là et qui lui dit « Bon, j'aimerais bien qu'on trouve mon corps pour passer à autre chose ?» Voilà, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire. L'histoire que je vais vous raconter a commencé à se produire que récemment, mais je suis complètement paniqué. Mon ami et moi promenions notre chien le week-end dernier. Quand nous sommes revenus à notre immeuble, il y avait une dame avec une poussette double assise, juste devant la porte d'entrée, en train de fumer une cigarette. Je pensais que c'était bizarre, mais ma copine a dit que c'était peut-être juste qu'elle essayait de rester au frais parce que nous avions une vague de chaleur. Je ne m'y suis pas attardé et j'en suis resté là. Cependant, tous les jours, cette semaine, lorsque j'ai promené mon chien, elle était assise au même endroit devant mon immeuble. Chaque fois, elle me dit quelque chose comme « Ah, j'aime bien ton chien » et d'autres choses comme « Désolé si je suis sur ton chemin ». En vrai, ça m'a un petit peu ennuyé, mais pas trop paniqué. Cependant, hier, je suis allé courir dans le parc. Et voilà, cette dame se tient juste sur le chemin avec sa poussette double qui me regarde et me regardait passer. À partir de maintenant, là, ça commençait à me faire flipper. C'est une chose si elle est devant mon immeuble, mais c'en est une autre si elle est littéralement juste là, sur mon itinéraire de course. Ce matin, c'est encore arrivé. Je promenais mon chien dans une rue latérale et j'ai immédiatement repéré cette dame. J'ai traversé de l'autre côté de la rue pour que mon chien n'aboie pas et je me suis dit « Cette dame va encore être sur le perron de mon appartement ». Et là, effectivement, elle était assise avec ses deux enfants dans la poussette. Elle leur parlait et elle leur disait de quelle couleur étaient les voitures qui passaient, tout en me regardant droit dans les yeux. J'ai alors couru dans mon appartement en tremblant et j'ai envoyé un texto à mon amie à ce sujet. À ce stade, elle aussi pense également que cette dame est très bizarre. Évidemment, tout cela pourrait bien être qu'une coïncidence. Mais quelle raison a cette dame de se tenir devant mon immeuble tous les jours si elle n'habite même pas ici? Je pense contacter la direction de mon appartement pour les informer de son flânage et voir s'ils peuvent faire quelque chose à son sujet. Bon, première histoire plutôt tranquille, on va pas se mentir que peut-être c'est juste une coïncidence, on sait pas. Jusque là, je sais pas, ça va, on va dire que là il s'est rien passé, c'est tranquillo pilo, on se le dit. Tranquillo pilo, je viens de l'inventer, c'est bien, tu peux le mettre dans les commentaires, tranquillo pilo. Allez, on passe au deuxième thread d'horreur. J'ai commencé un nouvel emploi ce mois-ci et mon lieu de travail n'est qu'à 2 pâtés de maison de l'arrêt de bus.
L'un de ces pâtés de maison étant un lieu de sport public avec une piscine publique et des pistes de course, que je traverse toujours au lieu d'en faire le tour parce que c'est plus court et plus fréquenté. Donc je me sens en sécurité. Cependant, le bloc suivant est assez isolé, avec peu de trafic de voitures ou de personnes. Ce matin, j'étais sur le point de traverser la rue et un SUV s'est arrêté. Je n'ai pas trouvé ça bizarre parce que j'ai trouvé que le chauffeur était gentil en me laissant traverser avant de continuer sa route. Après cela, j'ai continué à marcher très lentement car je m'assure toujours d'arriver exactement à l'heure et j'avais environ 5 minutes d'avance aujourd'hui. Alors que j'étais sur le point de tourner à droite, j'ai finalement réalisé que le même SUV était un peu devant moi, presque à mes côtés, tournant à droite, très lentement. Mon lieu de travail est entouré de maisons dans un quartier décent, donc je l'ai vu conduire lentement. J'ai juste supposé qu'il allait garer sa voiture devant sa maison. Cependant, il s'est arrêté. Et moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il attend d'ouvrir le porche de sa maison. Mais au lieu de sortir de la voiture, il est resté là. Ça m'a fait flipper. Mais j'ai continué à marcher, comme je l'ai dit, vraiment lentement. Quand j'étais sur le point d'être à côté de la voiture, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais continuer à marcher normalement jusqu'à ce que je le dépasse ? Ou bien me mettre à courir. Alors bon, j'ai fait un petit peu des deux et j'ai commencé à marcher plus vite. Et quand j'étais sur le côté de la voiture, il m'a fait un signe de la main. Je l'ai ignoré et je l'ai finalement dépassé. Mais une fois que je l'ai fait, eh bien il a redémarré le moteur. Il était donc juste à mes côtés. Je suis finalement arrivé à mon lieu de travail et il s'est de nouveau arrêté. J'ai rapidement appuyé sur la cloche pour rentrer dans le bâtiment. À vrai dire, je peux rentrer par la porte extérieure, mais je voulais pas lui montrer comment. Et surtout, en sonnant la cloche, je voulais prévenir que j'étais là. Ce qui a plutôt fonctionné. Quand j'ai sonné, il a accéléré et il a foncé plus loin. Je me sens vraiment mal de ne pas avoir essayé de mémoriser son numéro de plaque d'immatriculation ou même de me souvenir de son visage. J'espère vraiment qu'aucune autre fille n'aura à traverser ça. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Bon là on a un petit peu plus de concret, le gars il a 2 doigts peut-être soit de la kidnapper, soit de faire un truc très chelou, il veut pas la draguer. Je veux dire soit tu dragues ou tu te prends un râteau, voilà tu passes à autre chose. Très bizarre comme technique de drague, franchement il va falloir qu'il apprenne à draguer autre part. Donc très bizarre. Je sais pas ce qui se passe, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que peut-être un kidnapping SUV, je me dis, ouais, t'as de la place. Bon, bref, on va pas faire des théories, des tier lists de c'est bien cette voiture pour kidnapper. On peut faire ça quand même. Mais ouais, sachant que c'est vrai qu'on mettrait en haut de la liste, malheureusement, les camions blancs, là, ils ont tous des camions blancs là-dedans à chaque fois. Je sais pas pourquoi, c'est à croire que. Moi, dès qu'il y a un mec qui prend un camion blanc, je lui dirais, tu fais quoi avec ton camion blanc? T'es bizarre, toi. Bon, bref, on arrête de divaguer et on passe à la 3e histoire. Bon, juste avant de commencer ce 3e thread d'horreur, si tu l'avais pas fait, n'oublie pas, un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. Allez, on commence tout de suite. Je suis actuellement caché sous mon lit et j'ai besoin de tous les conseils possibles. Mais vous aurez besoin d'un peu de contexte pour savoir pourquoi. Alors je vais vous donner quelques détails sur la façon dont je me suis mis dans cette situation. Mon frère et moi n'avons pas grand chose en commun. Nous ne nous détestons pas. Mais à la fin de notre adolescence, nous avons eu l'impression d'être plus des colocataires que des frères et sœurs. Nous nous voyions après l'école ou le travail. Nous mangions ensemble, nous nous demandions comment se déroulaient nos journées respectives et nous allions faire nos propres trucs. Il se retirait dans sa chambre pour jouer de la guitare et je me retirais dans ma chambre pour jouer. Avec le temps, nous nous sommes tous les deux habitués à sortir avec nos amis le soir. La tradition non écrite qui a été établie était que celui qui rentrait à la maison vérifiait la chambre de l'autre pour voir si nous étions bien rentrés. Bon, habituellement c'était moi qui le surveillais, car mes amis et moi restions dehors plus tard. J'étais à l'aise de voir la tête de mon frère passer par la porte pendant que je m'assoupissais. Jusqu'à ce week-end. Mon frère avait prévu de partir en camping avec ses copains pour le week-end. Pendant tout ce temps, j'assistais à un festival de musique en ville pour mon week-end. Je n'avais aucun intérêt à organiser des after-parties ou à ramener des filles à la maison. Alors j'ai prévu de m'écraser à la maison chaque soir. J'avais un nouveau travail qui commençait lundi. Alors j'ai décidé de faire le festival de musique complètement sobre. La première nuit a été géniale. Je suis rentré à la maison à 1h du matin et je me suis allongé sur le lit et j'ai laissé le bon vieux sommeil me prendre. Mais j'ai remarqué que la porte commençait à s'ouvrir. Effectivement, j'ai vu une tête sortir de la porte ouverte. C'était mon frère qui me surveillait. Je l'ai alors regardé en levant le pouce pour lui dire comme quoi tout allait bien. Il m'a alors répondu « Bonne nuit petit frère ». Ensuite, il a reculé et fermé la porte derrière lui. Est-ce qu'il n'allait camper que pour une nuit? À vrai dire, j'y ai pas trop pensé, étant donné que je me suis assoupi. Je me suis réveillé au son de sa Jeep qui démarrait. Il a effectivement passé la nuit ici. La deuxième nuit du festival de musique s'est terminée un petit peu plus tard. C'était mon artiste préféré qui jouait ce soir-là et je voulais me faufiler dans les coulisses pour le voir. Mais en vain.
Le Uber m'a alors déposé chez moi à 1h45. Là, mon cerveau devait être un petit peu fatigué parce que je suis allé vérifier la chambre de mon frère. Et j'y ai rien vu, normal, il était en train de camper. J'ai jeté les vêtements et je me suis écroulé sur mon lit. Je m'endormais quand j'ai entendu « Bonne nuit, petit frère ». La voix que j'ai entendue ressemblait à celle de mon frère. Mais il y avait quelque chose de différent. On aurait dit qu'il y avait un étrange bourdonnement. J'ai alors bondi et j'ai vu ma porte entrouverte. J'ai entendu des pas qui semblaient maladroits, juste derrière la porte. J'ai alors à demi crié « Attends, attends !» Dans le processus, j'ai sûrement réveillé mes parents. Les pas maladroits se rapprochaient de la porte et je vis la tête de mon frère en sortir. En vrai, j'étais soulagé. Mais quelque chose était différent. Sa tête était quasiment en train d'heurter le cadre de la porte. Et mon frère n'a jamais été aussi grand. À partir de maintenant, je regrette la décision que j'ai prise. J'ai décidé de faire comme s'il n'y avait rien. J'ai dit « Ouais, je suis content que tu sois à la maison ». Tout ça d'une voix un petit peu nerveuse. Il me fixait, avec des yeux intenses, comme s'il essayait de voir derrière moi. Bien sûr, bonne nuit petit frère. Quand il a dit ça, je ne voyais quasiment pas ses lèvres bouger. Il a fermé la porte derrière lui et j'essayais d'écouter les pas qui s'en allaient. Ça semblait disparaître après avoir atteint le bout du couloir. Après ça, je suis resté éveillé, pensant à ce que je venais de voir. Mes parents étaient encore à la maison. Je me suis demandé est-ce que j'allais les voir? Mais bon, est-ce qu'ils allaient croire à un jeune de 21 ans qui voit des monstres dans la maison? Bref, j'ai fini par m'endormir en regardant le soleil levant. J'avais pas beaucoup de choses à faire cette journée-là. Alors j'ai dormi la majeure partie de la matinée et du début de l'après-midi, rattrapant le sommeil que j'avais perdu. J'ai demandé à mes parents s'ils se déplaçaient la nuit dernière. Ce à quoi mon père m'a répondu que non, il m'avait juste entendu rentrer à la maison. À part ça, rien d'autre. Il m'a alors demandé pourquoi je demandais ça. Je lui ai alors dit « Oh comme ça, juste pour savoir ». Après ça, j'ai pris contact avec mon frère. Il s'était arrêté en ville près du terrain de camping, donc au moins, je savais qu'il était vivant. Quand j'ai expliqué ça à mes amis, ils ont pensé que cette soirée-là, j'avais un petit peu trop forcé. À partir de ce moment-là, je ne voulais plus aller à la 3e soirée. Mais mes parents ont insisté et ils m'ont dit que je devrais m'amuser avant d'aller au travail. Alors j'y suis allé. Je suis rentré à la maison vers 1h30 du matin et j'ai immédiatement fouillé la maison, allumant toutes les lumières, sauf celle de la chambre de mes parents et celle du couloir principal. Je n'ai rien vu et je n'ai pas entendu de pas maladroits qui me cherchaient. En rentrant dans ma chambre, j'ai dit « Ça y est, je suis rentré chez moi ». J'ai fermé la porte aussi rapidement et aussi silencieusement que possible. Je voulais l'appâter, mais pas assez fort pour réveiller mes parents. J'ai éteint la lumière dans ma chambre et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. J'ai entendu des pas maladroits apparaître du bout du couloir, se rapprochant de ma chambre. Je me suis alors caché sous mon lit et j'ai attendu qu'ils rentrent. Pour une petite sécurité, j'ai mis une couverture de rechange sur moi en dessous du lit. Mon cœur battait probablement assez fort pour réveiller mes parents quand j'ai vu la porte s'ouvrir. J'ai vu la chose se faisant passer pour mon frère passer la tête dans ma chambre. Après ne pas m'avoir vu dans mon lit, le cou de la chose s'était tiré et tordu, faisant des sons les plus inconfortables. Je ne pouvais pas distinguer les détails du corps, mais il était grand. Son cou s'étendait sur plus de 50 cm, scannant la pièce. Mais l'être lui-même n'est jamais rentré complètement dans ma chambre. À force, sa tête touchait maintenant le plafond, s'y frottant comme un serpent sur le flanc d'un terrarium. Au fur et à mesure que mes yeux s'ajustaient, je pouvais finalement voir un corps avec une peau si flasque qu'il semblait fondre de son corps debout juste derrière la porte. Il faisait au moins 2,30 m. Puis d'un coup, comme ça, il a grogné, comme une espèce d'animal sauvage. J'étais sur le point de crier, mais j'ai réussi à mettre ma main devant ma bouche. J'ai pu entendre cette créature dire « Petit frère, petit frère ». Son bras affaissé attrapa la poignée de la porte et il commença à reculer lentement, fermant la porte derrière lui. Je n'ai pas bougé de dessous le lit. Je veux appeler les policiers, même si ça réveille mes parents. Mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire qu'il se passe quelque chose d'étrange comme ça dans ma maison? Est-ce que la police trouvera quelque chose? Ou est-ce que cette chose disparaîtra dès que quelqu'un rentrera dans la maison? Ou pire encore, est-ce que cette chose va s'en prendre à l'un d'eux? Je n'ai pas encore entendu la créature partir. J'entends marmonner quelqu'un derrière la porte. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. Ah, j'avoue, j'aime beaucoup ce 3e Trader. On va pas se mentir, je l'aime beaucoup. Très cool à voir. Je peux pas vous dire si c'est vrai, pas vrai. Chacun se fait son avis là-dessus. Chacun a ses croyances, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de la compilation. J'espère que tu l'as kiffé. Si t'es là, c'est que je pense que oui. À moins que la vidéo ait tourné comme ça en fond, et j'espère que je t'ai aidé à faire le ménage ou d'autres choses comme ça. Si jamais tu n'es pas abonné, je pense que tu devrais considérer l'option sur la chaîne. Ça te coûte 0 et en plus là, t'as kiffé à peu près pendant 1h30 de vidéo. Alors je pense que ce serait bien pour toi. Après, tu fais comme tu veux.
pareil, petit pouce bleu, moi ça me ferait très plaisir. Bon, si jamais t'en veux encore plus, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.